Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bernard Oudin. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, vous avez été conseiller de Laurent Gbagbo, le président ivoirien, depuis 2007. Pour vous présenter, donc vous venez de sortir le livre « Les Ouattara, une imposture ivoirienne », sorti aux éditions du Moment en 2015, dans lequel vous revenez un petit peu sur la chute du président Gbagbo et les événements qui l'ont précédé. Et vous présentez également donc, l'accession au pouvoir de Ouattara comme étant une imposture et un pion notamment de la France et des États-Unis. Voilà. Donc je vais revenir un petit peu sur votre carrière très brièvement. Vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire à l'âge de 1 an, donc vous avez vécu votre enfance en Côte d'Ivoire. Vous avez fait vos études à Paris. Vous avez été notamment diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Et vous avez fait Sciences Po également, si je ne me trompe pas. C'est Sciences Po, c'est le même nom, mais je ne savais pas que Sciences Po, le nom complet, c'était cela, donc on en apprend tous les jours. Mais voilà, je suis journaliste alternatif, hein, je ne suis pas journaliste de métier, vous l'aurez compris. On dit alternativement Institut d'études politiques ou Sciences Po, donc vous êtes dans le... Je l'ai dit 2 fois, bêtement. Alors, mais je l'aurais bien retenu cette fois-ci. Donc vous êtes revenu à Abidjan en 1975 une première fois au ministère de l'économie et des finances pour une période de 3 ans. Et puis vous êtes revenu en Côte d'Ivoire au début des années 90. Vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise. Et vous êtes resté donc une vingtaine d'années en tant qu'entrepreneur avant de devenir conseiller de Gbagbo, qui était lui président depuis un certain nombre d'années en Côte d'Ivoire. Donc vous ne le connaissiez pas au moment de son accession au pouvoir. Nous sommes donc ensemble aujourd'hui pour évoquer notamment le procès instruit en ce moment à la CPI, à la Cour pénale internationale, donc contre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Mais avant cela, j'aimerais avec vous que nous revenions sur l'accession au pouvoir de Gbagbo et puis sa présidence. Donc comment s'est passée l'accession au pouvoir de ce président, s'il vous plaît? L'accession au pouvoir de Gbagbo, c'est une longue histoire. Ça recoupe l'histoire de la Côte d'Ivoire. Gbagbo, un petit peu plus âgé que moi, il est de 1945. Il arrive en politique à la fin des années 70. Il crée dans la clandestinité avec quelques amis à lui le Front populaire ivoirien, puisque à l'époque, il y a le parti unique en Côte d'Ivoire avec Houphouët-Boigny, c'est le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui est un parti unique. Il obtient finalement en avril 90 la reconnaissance du multipartisme. Et il se présente à l'élection présidentielle contre Houphouët-Boigny. Je raconte toutes les circonstances dans mon livre. Mais pour arriver à ça, il a passé des années en prison, en plusieurs étapes. Il a passé 6 ans en exil à Paris, en tant que réfugié politique. Et après 90 et sa première candidature contre Houphouët-Boigny, il devient un personnage central de la vie politique ivoirienne. Le deuxième élément de 90, c'est qu'au moment du multipartisme, Houphouët-Boigny, qui est acculé par la Banque mondiale et le FMI pour des problèmes économiques et qui doit répondre à ce qu'on appelait à l'époque les plans d'ajustement structurel, crée un poste de Premier ministre, pour faire court, et il nomme à ce poste un inconnu notoire qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, qui était en poste comme gouverneur de la BCEAO jusque-là. Et mon livre reprend l'histoire de la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui, qui est mouvementée par l'avatar que représente Ouattara dans cette histoire de la Côte d'Ivoire depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant un quart de siècle, Ouattara va mouvementer la vie politique ivoirienne de telle façon qu'on a eu des années de braise et une situation qui perdure et qui aujourd'hui se prolonge avec le procès de La Haye. Donc vous avez dit que Ouattara, avant d'être Premier ministre, était donc à la BCEAO, c'est-à-dire la banque d'Afrique de l'Ouest. Et il l'était d'ailleurs en tant que voltaïque. Et d'ailleurs, à cet égard, quand il est... Voltaïque, excuse-moi, c'est donc de Haute-Volta, donc le pays qui s'appelle... C'est le nom de la Haute-Volta qui était le nom précolonial et postcolonial jusqu'à que Thomas Sankara transforme le nom du pays quand il est arrivé au pouvoir en 1900. Il était d'abord au pouvoir en 84, c'est en 87, je crois, qu'il change... 84 qu'il change le nom la Haute-Volta pour appeler le pays le Burkina Faso.
qui en fait veut dire le pays des hommes intègres. Très bien. Donc alors, Gbagbo dans tout ça. Alors, avant de revenir à où je voudrais finir sur ce qu'elle disait à propos de Ouattara et la Banque centrale, c'est que Ouattara est appelé par Houphouët-Boigny, et pour lui, il n'est pas question de faire de la politique, il est question de faire un remède économique à la Côte d'Ivoire à travers le plan d'ajustement structurel, et c'est tellement vrai que Ouattara demande à Houphouët que son poste à la BCEAO ne soit pas attribué à quelqu'un d'autre, parce qu'au terme de sa mission à Abidjan, il retournera comme gouverneur. Donc on nomme un gouverneur intérimaire qui était le gouverneur, le vice-gouverneur de la banque, qui devient gouverneur intérimaire, ce qui veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que Ouattara n'était là que pour un passage temporaire en Côte d'Ivoire. Et le gouverneur intérimaire, c'est Charles Konan-Banny. Donc vous savez, ce petit monde se retrouve tout le temps. Très bien. Donc il y a des événements. Comment la Côte d'Ivoire est arrivée à ces événements dramatiques donc dans les années 90? Le premier gros événement, après l'arrivée de Ouattara à la primature, qui est en Côte d'Ivoire la poste du Premier ministre, c'est la mort du vieux Houphouët-Boigny en décembre 1993. La loi ivoirienne était très précise. C'est le président de l'Assemblée nationale qui, à l'époque, terminait le mandat. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, comme aujourd'hui, à la fois dans la Constitution ivoirienne et française, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat en France à 40 à 90 jours pour réaliser de nouvelles élections. Là, c'était terminer le mandat. Houphouët-Boigny étant décédé en 1993, il y avait encore 2 ans de mandat, puisque le terme originel, c'était octobre 1995. Donc, en décembre 1993, il est bien précisé donc ce sera Bédier. Mais déjà à ce moment-là, Ouattara a essayé de contourner la loi. Je l'explique très bien dans mon livre, c'est un peu long, mais c'est très bien expliqué. Et il a déjà essayé, et comme il échoue, à l'époque, la France intervient fortement pour la continuité de la période d'après Houphouët, il faut respecter la loi. Les Français interviennent, toute la classe politique intervient également, et finalement, Ouattara se retire et repart vers la Banque mondiale pour sortir de la Côte d'Ivoire. Et en 1995 arrive l'élection normale, le terme normal du mandat de Houphouët-Boigny, et des gens qui s'étaient sortis du PDCI demandent à Ouattara d'être leur candidat. Ces gens avaient créé le RDR, que n'a pas créé Ouattara, et ils demandent à Ouattara d'être leur candidat. Ouattara accepte du bout des lèvres, et puis en juillet ou août 1995, voyant les difficultés, parce que à l'époque, Bédier a lancé l'ivoirité, pour dire est ivoirien celui qui est de père, de mère, etc. Donc ça, c'est Bédier, seulement Bédier, qui a parlé d'ivoirité dans ce pays. Ouattara dit dans une interview à Jeune Afrique je ne peux pas être candidat parce que la loi me l'empêche. Et les gens qui lui ont demandé d'être candidat l'apprennent par la presse. Il n'a même pas été leur dire je ne peux pas. Non, ils l'apprennent par la presse. L'élection a lieu, Bédier est élu triomphalement, bien sûr, il est quasiment le seul candidat, et commence son mandat. Et Ouattara, dans la même époque, avait dit je ne peux pas être candidat, mais un jour je le serai, et si je ne peux pas y arriver, je mélangerai ce pays. Il l'a tellement bien mélangé qu'on voit la situation d'aujourd'hui. Ça nous a amené au coup d'État de 99 contre Bédier, qui a chuté. Ouattara fait partie des conjurés. Alors ce coup d'État contre Bédier, qui l'a organisé exactement? Par les hasards de la vie, le patron de l'entreprise, le président de l'entreprise dont j'étais le directeur général, a fait partie des organisateurs. Je raconte mon livre, c'est pas un secret d'État, je raconte ça très bien. Et je raconte aussi que j'emmenais ce monsieur à des réunions qui avaient lieu 140 avenue Victor Hugo, qui était l'appartement privé de Ouattara à Paris, où se trouvaient pour ces réunions des gens comme le général Abdoulaye Coulibaly ou le général Palinfo, qui étaient les représentants de Ouattara dans le coup par rapport aux militaires. Et très brièvement, quelles étaient les motivations de ce coup d'État? C'était de mettre fin à la dérive ivoiritaire et identitaire de Bédier, qui était d'ailleurs très dangereuse. Il ne faut pas nier ça. Abidjan, les Ivoiriens, vous savez, on a parlé de musulmans, de chrétiens, de nord, de sud. Moi qui ai toujours vécu là-bas à tous différents âges de ma vie, ce n'est pas un problème entre Ivoiriens. Les Ivoiriens sont très mélangés. Je donne un seul exemple. Madame Gbagbo, sa sœur est mariée avec un Ouattara. Donc ça va jusque-là. Le problème n'était pas là. Mais le problème était que Bédier a voulu utiliser ce terme d'ivoirité pour éliminer politiquement un certain nombre de gens. Et Gbagbo a été un des premiers à s'opposer à ça.
de tout le temps. Au moment du coup d'État, ce que vous me disiez pour préparer cet entretien, c'est que chacun avait un petit peu son pion, chaque clan. Oui, il y avait la composante générale des gens qui étaient conjurés contre Bédier, c'était un cartel des noms. Mais il fallait trouver quelqu'un qui puisse représenter tout le monde à la sortie. Et au dernier moment, c'est Gay qui est sorti du chapeau, si on peut dire, pour être le président de cette transition. Le général Gay. Le général Robert Gay, oui, qui a été tué en 2002, de circonstances qui ne sont pas encore élucidées. D'accord. Et finalement, comment Gbagbo a succédé à Gay? Il y a eu l'organisation d'une élection, parce que la communauté internationale, la France en particulier, parce que quand on dit communauté internationale en Afrique, en zone ex-francophone, Afrique française, c'est la France. Il fallait qu'il y ait des élections. Gbagbo l'a compris dès le début, parce qu'il n'était pas partie prenante du coup, mais dès qu'il y a eu la formation d'un gouvernement mélangé de civils et de militaires, Gay s'est tourné vers les partis politiques pour leur demander de présenter des candidats pour faire un gouvernement. Et dans la première mouture du gouvernement, je me souviens très bien, le parti de Gbagbo avait deux ministres et le parti de Ouattara 5 ou 6. Et là, Gbagbo a dit c'est un coup d'État RDR, je retire mes gars. Et au lieu de les retirer, Gay a mis 2 nouveaux ministres de Gbagbo. Et on pouvait comprendre à ce moment-là que Gbagbo prenait la main sur le plan de l'analyse politique, parce qu'il savait très bien que ça allait se terminer par une élection et qu'il fallait se préparer tout de suite. Et Gbagbo a gagné largement l'élection d'octobre 2000. Et Gay a reconnu ces résultats? Tout le monde sait que Gay n'a pas voulu les reconnaître, mais que la foule a fait reconnaître. D'ailleurs, le lundi après-midi, j'explique dans mon livre, l'archevêque d'Abidjan de l'époque, paix à son âme, monseigneur Bernard Agré, a rencontré Gbagbo et Gay. Et il leur a dit, maintenant il faut vous arranger. Et Gay dit, oui, mais j'avais dit à Gbagbo que si je gagnais, il serait Premier ministre. Et Gbagbo lui dit, oui, mais ça c'était avant, t'as perdu, c'est caduc. C'est là qu'on a dit que Gbagbo était un boulanger. Bon, je veux bien. Mais à partir de là, l'archevêque n'a pas réussi à faire la modération qu'il avait prévue, mais il a quand même dit dans un article d'une interview après, il a dit « Mais je sentais bien que le peuple ne se laisserait pas faire, et il ne s'est pas laissé faire. » C'est pour justifier les mouvements de foule qu'il y a eu derrière pour que Gbagbo reste au pouvoir. Donc Gbagbo est arrivé au pouvoir porté par la foule, mais pas spécialement porté par la France ou les États-Unis. Enfin, la France et les États-Unis ne se sont pas opposés, mais ils ne l'ont pas porté au pouvoir. Je pense qu'ils ont été surpris de voir que Gbagbo avait un tel mouvement populaire pour lui. Donc ils ont fait contre mauvaise fortune bon cœur. Et je me souviens, une anecdote que j'ai citée aussi dans mon livre, un très vieil ami d'Abidjan qui était entrepreneur, qui me dit « Oh là là, un socialiste qui arrive en Côte d'Ivoire, ça va mal finir, on va se retrouver comme au Zimbabwe ou ailleurs, etc. » Et au moment du coup d'État de 2002 contre Gbagbo, il m'appelle, il me dit « C'est une catastrophe parce que depuis que Gbagbo était là, ça fonctionnait au trésor, ça fonctionnait aux impôts, on commençait à s'en sortir et patatras, tout retombe par terre. » Vous voyez, avec les gens, il ne fallait pas avoir d'a priori. Gbagbo, c'est un homme d'État, il gérait le pays, il ne faisait pas d'idéologie ni de la doctrine pour de la doctrine. C'est vrai que nous, on a un président qui se dit socialiste, donc on a tendance à associer, pour les jeunes en tout cas, socialisme à François Hollande. Il y a eu des présidents socialistes qui ont fait des choses plutôt positives pour leur pays. Ça a existé. Bien sûr, je pense que Gbagbo n'a pas géré la Côte d'Ivoire en disant « je fais du socialisme » parce que c'est écrit dans le manuel. Le problème de Gbagbo, c'était que les gens puissent s'en sortir. Et les grandes réformes de Gbagbo dès l'origine, c'est l'assurance maladie universelle, c'est l'école universelle et gratuite. Ça, c'était les deux premiers points de son programme, en plus de certains investissements, etc. Mais dire faire du socialisme parce qu'on veut faire en sorte que les gens socialement s'en sortent, tout le monde est socialiste. Donc c'est aussi pour ça, donc j'imagine qu'il était relativement, enfin même plutôt populaire dans son pays, c'est qu'il a engagé des réformes dès sa prise de pouvoir. Déjà ça. D'abord parce que c'était un combattant qui s'est battu toute sa vie pour le multipartisme, et ça c'est important, c'était reconnu. Il a fini par obtenir le pouvoir d'État. Et il avait dit, on s'est battu pour avoir le multipartisme, pour avoir des élections, pour gagner le pouvoir d'État. Maintenant, il faut faire le plus difficile, c'est montrer aux populations qu'on peut gérer, que ce pouvoir d'État, on peut l'exercer. Et c'est là qu'on sera jugé. Donc c'est pas pour se maintenir au pouvoir comme l'a bêtement raconté Mme Bensouda à l'ouverture du procès de La Haye, pour, dès le premier jour, décider qu'il allait, comme ça avait été difficile d'y arriver, il allait tout faire pour y rester. Non, c'est contraire à toute la nature de Gbagbo, c'est pas dans son ADN. Alors il y a eu il y en a eu de très nombreuses tentatives pour chasser Gbagbo du pouvoir. La première, on peut la dater de 2002, je crois.
La première, il y en a une petite qui s'est passée en janvier 2001, qu'on a appelé le complot de la Mercedes noire, parce qu'il y a une fameuse Mercedes entourée de camions et d'engins de genre Toyota avec des mitrailleuses qui sont descendus du Burkina déjà, et on racontait que c'était ce fameux sergent Ibé qui était à l'intérieur. Bon, ils ont été stoppés sur la route de Bouaké et le coup d'État a échoué. Le deuxième qui a failli réussir ce jour-là, mais qui s'est transformé en rébellion, qui a fini par apporter Ouattara au pouvoir en avril 2011, c'est ce fameux coup d'État du 19 septembre 2002, organisé sous l'égide de Ouattara. C'est pas moi qui le dis, ce sont les gens de Ouattara. Il y a des vidéos qui circulent dans le monde entier où les pro-Ouattara disent on a fait le coup d'État pour Ouattara et pas pour personne d'autre. C'est lui qui nous nourrissait, c'est lui qui nous donnait 25 millions par mois à Ouaga, etc. Et le gars qui raconte ça est aujourd'hui le patron de la police militaire de Ouattara. Donc, c'était un financier de quoi? De rebelles, de guerriers, enfin de mercenaires? Il a surtout financé une partie des forces qui avaient suivi Gueye dans leur fuite. Quand Gueye a été chassé du pouvoir en octobre 2000, ils se sont, pour beaucoup d'entre eux, retrouvés au Burkina, accueillis par Compaoré, qui était un peu le parrain de la sous-région. Et on reviendra peut-être sur le problème de Compaoré, parce que la chute de Compaoré, c'est le tsunami que les gens n'ont pas bien compris aujourd'hui, qui va transformer toute l'histoire de la France-Afrique. D'accord. Alors, 2002, comment ça s'est terminé, alors, cette tentative? La tentative a échoué, puisque les rebelles ont été repoussés jusque vers Bouaké, et ça s'est transformé en rébellion, parce que la France s'est interposée. Parce qu'il faut pas, il faut aussi, il y a encore une histoire qui dit, l'armée française a sauvé Gbagbo en 2002, pour empêcher les rebelles de descendre sur Abidjan. Mais c'est une vaste plaisanterie, parce que le coup d'État a eu lieu simultanément à Korogo, Bouaké et Abidjan. À Abidjan, il y a eu 300 soldats ivoiriens et gendarmes qui ont été tués dans les combats pour sortir les rebelles d'Abidjan. Et d'ailleurs, Soro raconte dans son histoire qu'il a passé 19 jours cachés en femme dans Abidjan avant de pouvoir s'exfiltrer. Ça prouve qu'ils étaient déjà là. Et il y a un autre élément qui prouve qu'ils étaient pratiquement sûrs de gagner, c'est que Gbagbo était en Italie ce jour-là et Ouattara était chez lui à Abidjan. Et connaissant le caractère vœu et velléitaire à la fois de Ouattara, le fait qu'il soit à Abidjan cette nuit-là, ça peut démontrer qu'il était pratiquement certain du résultat. Alors 2002, donc du coup, est-ce que la force, parce qu'il y avait des bases françaises déjà en Côte d'Ivoire, mais il y a eu un mandat de l'ONU pour des forces françaises supplémentaires, je crois que c'est donc la force Licorne, si je ne me trompe pas, c'était en 2002 également? Alors pour faire court, il y avait en Côte d'Ivoire une base militaire française qui existait depuis avant l'indépendance et qui est restée après, qui s'appelait le fameux 43e BIMA, qui est un régiment dissous aujourd'hui. Et à l'époque, ce sont des éléments du BIMA qui sont allés au-devant des forces ivoiriennes sur la route de Bouaké pour demander à l'armée ivoirienne, dont le commandement était exercé par le colonel Mangou, dont on parlera sûrement, qui allait reprendre Bouaké aux rebelles. Et les Français ont demandé un cessez-le-feu à ce moment-là pour permettre à l'armée française de sortir les expatriés, en particulier les Français, qui vivaient dans le nord du pays. C'était le prétexte, et ça a permis de geler la zone. Et on s'est retrouvé de 2002 à 2010 avec cette fameuse zone de confiance qui a été qu'on a commencé à gommer avec l'accord de Ouaga de 2007. Et alors donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé 2 ans plus tard, en 2004? En 2004, il a failli y avoir un tournant définitif parce qu'il y a eu le bombardement de Bouaké. Il faut être très sérieux dans cette affaire parce qu'il y a 9 soldats français qui sont morts. Et je peux le dire sans crainte d'être, puisque je l'ai écrit dans mon livre, il n'a pas été attaqué. C'est une bavure de la France, des politiques français, du pouvoir de Chirac, qui a voulu tendre un piège à Gbagbo. Le piège a mal tourné, il y a eu un accident. 9 soldats ont été tués. Et l'idée, c'était, on fait bombarder un bâtiment vide dans un camp militaire français. Et en faisant ça, on va arrêter Gbagbo. C'est ce que les Anglais appellent le false flag operation, une opération sous faux drapeau. On crée un attentat et on fait une attaque militaire et on fait croire que c'est l'ennemi, entre guillemets, qui l'a fait pour justifier une intervention armée contre cet ennemi. Exactement, mais le problème c'est que là, l'opération a sauté au visage des Français et ça nous a coûté 9 hommes. Et aujourd'hui, il est quasiment acquis que cette bavure, a commencé par les pilotes biélorusses qui ont été arrêtés par les forces françaises à Abidjan, qui ont été libérés sur l'ordre du gouvernement français. Et à ce moment-là, Mme Alliot-Marie est à l'Assemblée nationale et dit on n'a pas pu arrêter, on n'a pas l'identité des pilotes. Moi, je vous donne le nom, le prénom, il y avait les photos des pilotes dans tous les journaux.
Pour qu'on comprenne bien, donc ces pilotes biélorusses, ce sont ceux qui sont les auteurs du bombardement de la base française. Oui, ils ont bombardé à partir d'avions ivoiriens, mais avec un objectif qui n'était pas celui de Gbagbo. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous interrogez les défenseurs des familles des soldats français, il n'y a aucun qui vous dit que Gbagbo est responsable là-dedans. Personne n'attaque Gbagbo dans cette affaire, dans les militaires français. Alors, quelle a été la réaction des militaires français à ce bombardement? Ben, le problème est là, c'est que les militaires français d'Abidjan n'étaient pas dans la combine, qui était celle des hautes sphères de la politique, enfin du gouvernement français, au niveau de l'Élysée. Et ils ont détruit toute la flotte ivoirienne en apprenant qu'il y avait eu un bombardement à Boaké. Et en détruisant les avions ivoiriens, ils ont créé un mouvement de foule dans Abidjan. Et la deuxième partie du plan, qui était on est bombardé donc on arrête Gbagbo, n'a pas pu avoir lieu, parce qu'avec 1 million de personnes dans la rue, vous ne faites pas rouler des chars sur des gens pour aller arrêter Gbagbo. Et le fond de l'histoire est là. Donc un coup d'État en 2004 qui n'a pas marché, donc une tentative de coup d'État qui n'a pas marché finalement, qui n'a même pas pu commencer vraiment, quoi. Ben, c'est quelque chose on pourrait dire que c'était un coup foireux, si on voulait parler comme des militaires. Oui, et dramatiquement, puisqu'il y a eu, comme vous le rappelez, 9 morts. En tout cas, parmi les soldats français et parmi les Ivoiriens, il y a eu... parce que... Ah bah après, il y a eu tous les événements qui sont liés à la suite de ça. D'ailleurs, hier soir encore, sur la chaîne Canal+, ils ont ressorti le film qui avait été fait par les journalistes d'investigation de Canal, Morera, Aumont, etc., qui montrait en particulier les fusillades à l'Hôtel Ivoire, où on n'aura jamais le chiffre précis des morts, mais ça peut s'établir entre 60 et 100. D'accord. Donc, on voit bien que Ouattara Gbagbo n'est pas du tout un odeur de sainteté auprès du pouvoir français. C'est quelque chose qui va perdurer après Chirac, sous Sarkozy, et qui va s'intensifier, puisqu'en 2010, donc, Gbagbo, quel est son objectif en organisant ces élections? L'objectif de Gbagbo, c'est de sortir de la crise. Dès le début de la crise, Gbagbo a dit il faut sortir de là. Gbagbo, c'est un démocrate. C'est un démocrate indécrottable. Je l'ai pratiqué, je peux vous dire, des moments, c'est assez hallucinant. Je vous donne un seul exemple. Je suis à La Haye avec lui régulièrement, et un jour, il me dit, tu sais, Ouattara, je pouvais le mettre en prison 10 fois quand j'étais président de la République. Les gens seraient sortis dans la rue pour danser. Mais c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. 3 ans après être rentré à La Haye, voilà quel est l'état d'esprit du gars. Donc c'est pour revenir au fait que Gbagbo, son problème, c'est de sortir par des élections. C'est la seule façon de faire que les choses avancent. Après une multe réunions, il y a eu Accra, Lomé, Marcoussis, Pretoria, finalement, on décide de faire cette élection. Et pour avancer là-dedans, Gbagbo dit il faut qu'on se mette d'accord entre Ivoiriens, parce que la communauté internationale nous fait des réunions à droite et à gauche, mais nous, les Ivoiriens, il faut qu'on se prenne en main. Je vais tendre la main aux rebelles et on va se mettre d'accord. C'est ce qui a fait les accords de Ouagadougou en 2007. Il a tellement tendu la main que Soro, le chef des rebelles, est devenu Premier ministre. 70% du gouvernement était composé d'opposants à Gbagbo. Guillaume Soro. Guillaume Soro et tout le gouvernement. Vous prenez aujourd'hui le gouvernement de Ouattara, plus de 50% des ministres de Gbagbo sont dans le gouvernement de Ouattara, parce que c'était des pro-Ouattara à l'époque. Et Gbagbo a gouverné comme ça pendant 3 ans avec eux. Parmi les concessions que Gbagbo a faites pour que ces élections puissent avoir lieu, il a notamment donc changé la Constitution pour permettre à Ouattara de se présenter. Alors, il n'y a pas changé la Constitution, mais il y a utilisation d'un article très spécifique de la Constitution, qui est en l'article 48, qui est peu ou prou l'article 16 de la Constitution française sur les pleins pouvoirs, et qui a permis à Gbagbo de faire un tour de passe-passe juridique pour dire, pour cette élection, et uniquement pour cette élection, dans le cadre de l'article 48, j'autorise, non pas M. Ouattara, mais tous les participants à l'accord de Marcoussis, de présenter un candidat. Et il dit, dans ces conditions, M. Bédier, qui avait dépassé la limite d'âge, ou M. Ouattara, qui n'avait pas la nationalité ivoirienne, de fait, de se présenter à cette élection. C'était pour des motifs d'unité nationale. C'était pour des motifs d'unité nationale, d'apaisement politique, en étant à peu près certain qu'il ne perdrait pas l'élection. Et si on n'avait pas fait ce qu'on a fait en 2011, Gbagbo avait gagné son pari. Alors une autre chose importante, c'est que c'est par rapport à le comité de surveillance électorale. Électorale indépendante. Comment s'est passée la constitution de celui-ci? La commission électorale indépendante, c'était un souhait historique de Gbagbo pour dire c'est pas le ministère de l'Intérieur qui doit organiser les élections, parce qu'en France, le ministère de l'Intérieur organise les élections, mais tout le monde sait que nous sommes une démocratie.
Mais en Afrique, si c'est le ministre de l'Intérieur qui organise, le président en titre a gagné. Bon. Avec une commission électorale, c'est plus difficile. Et donc Gbagbo avait toujours voulu qu'il y ait une commission électorale indépendante, quelles que soient les élections. Donc pour celle-là, il a fait en sorte qu'il y en ait une. Le contexte général a voulu qu'il faille faire une commission électorale qui elle-même portait les germes d'une division, parce qu'on a, comme avait dit Thabo Mbeki à Gbagbo à l'époque, de remettre les membres des partis politiques dans la commission électorale, c'est déjà remettre le problème général de la politique à l'intérieur de la commission. Bon, mais pour pallier ce problème, Gbagbo avait dit, dans les statuts de la CEI, c'est on va faire un résultat consensuel. C'est-à-dire que, un peu comme au Conseil de sécurité, si un des grands dit non, ça ne marche pas. Donc là, il fallait que tout le monde soit d'accord pour les résultats. Et quand il y a eu le deuxième tour et qu'on a bien vu que les résultats ne pouvaient pas être consensuels, la commission électorale a été incapable de donner le vrai chiffre des résultats. Ça a été récupéré par le Conseil constitutionnel, et après on a toute la crise qui est née parce que le président de la commission électorale, de façon tout à fait illégitime et illégale, est allé de lui-même, ou accompagné par l'ambassadeur de France et des États-Unis, au siège de campagne de Ouattara pour annoncer intuitu personné que Ouattara avait gagné avec des chiffres qui sont totalement dirimants du résultat réel de l'élection. Un seul chiffre pour permettre ça, parce que ça évitera de parler de recomptage, c'est qu'il y a eu un seul chiffre consensuel de la commission électorale, le lundi 29 novembre. La participation électorale, 70-84, c'est gravé dans le marbre. Et dans les chiffres annoncés par M. Bakayoko seul le jeudi après-midi à l'hôtel du Golfe, la participation ressort à 82%. Rien que cette distorsion dans les chiffres a dû ramener le monde entier à se poser la question. Alors, il y a plusieurs choses étranges par rapport à cette élection, notamment le malheureux troisième candidat qui n'était peut-être pas si troisième que ça finalement. C'est le problème de Bédier, justement, qui restera un des mystères de l'élection, c'est que dès la fin du premier tour, Bédier se retrouve troisième, se met à hurler qu'on l'avait volé. Son directeur de campagne dit qu'il va déposer des réclamations, des requêtes. Il ne dépose aucune requête. Son directeur de campagne s'appelle Aoussou Jano, je le connais bien, c'était mon avocat à Abidjan auparavant, et il a fini ministre d'État de Ouattara. Ceci explique peut-être cela, chacun a son agenda. Et au deuxième tour, il a appelé à voter, mais on a très bien vu que les reports de voix avaient été très difficiles, en particulier dans Abidjan et dans tout le pays baoulé. Et il y a une chose qui m'a toujours étonné, c'est qu'en 2012, l'ambassadeur de France qui sortait, qui avait suivi tout le processus électoral, Jean-Marc Simon, va rencontrer Bédier et lui dit cette phrase terrible: « Je vous remercie d'avoir accepté de ne pas aller au deuxième tour. » Mais comment on peut accepter de ne pas aller au deuxième tour dans nos élections? On est voté ou on n'est pas voté. Et au congrès du PDCI d'octobre 2013, Bédier est revenu à la charge en disant « On m'a volé 600 000 voix en 2010, j'étais deuxième. » Donc c'est pas Gbagbo qui a volé les voix, puisqu'il disait qu'il était deuxième, Gbagbo était largement premier. Donc ça veut dire que Ouattara a volé les voix, et la France a mis Ouattara devant Bédier. Alors j'aimerais qu'on insiste également sur le côté inhabituel et même illégal au regard de la loi ivoirienne du processus finalement de cette élection de Ouattara, puisque vous l'avez précisé, c'est le président de la commission accompagné de l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur de France qui va annoncer les résultats. C'est illégal. Normalement, c'est le Conseil constitutionnel qui doit annoncer les résultats, ou en tout cas organiser un recomptage ou un revote. La proclamation définitive des résultats dans la Constitution ivoirienne, c'est du ressort du Conseil constitutionnel. Ça, c'est clair. La commission électorale doit donner des résultats qui ont été qu'elle analyse et qu'elle transmet pour contrôle, avis et proclamation par le Conseil constitutionnel. Ça, c'est clair. On a vu ce qui s'est passé à l'hôtel du Golfe, qui est totalement illégal. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé après et a dit c'est Gbagbo qui a gagné. D'abord, il y a eu un certain nombre de réclamations, de requêtes, parce que quand vous avez des bureaux de vote où vous avez 300 inscrits, 400 votants et 500 voix pour Ouattara, ça pose problème. Et on en a eu plusieurs milliers comme ça dans tout le nord de la Côte d'Ivoire. Ça rejouait sur à peu près 700 000 voix. Oui. Et il y a eu, non pas des régions entières qui ont été annulées, il y a eu des départements ou des villes où ça a été annulé, où il est avéré qu'il y a eu jusqu'à mort d'hommes pendant le processus d'élection. Des gens qui ont été sortis des files d'attente et qui ont été assassinés devant tout le monde pour dire « vous votez pas Gbagbo dans ce coin-là ». Oui, ça a été en plus observé par des observateurs de l'ONU, je crois.
Ça a été observé par même les observateurs de l'Union européenne, qui ont été sauvés par des sociétés de sécurité qui, mandatées par l'Union européenne, sont allés chercher les gens sur le terrain, et qui, dès qu'ils sont arrivés à Bruxelles, ont dit que les élections s'étaient passées de façon calme et transparente. Il y a eu en tout combien de morts à peu près, on le sait? L'AFP nous a sorti depuis 2011 que Gbagbo, se maintenant au pouvoir, a créé une situation qui a créé 3000 morts. Moi, j'ai le rapport définitif de la commission qu'avait instituée Ouattara pour la commission de réconciliation, sur le mécanique un peu copié de la commission sud-africaine de Desmond Tutu. Et dans le rapport officiel de Konan Banny, qui connaît bien Ouattara, puisqu'il était son vice-gouverneur à la BCAO, il a été Premier ministre de Côte d'Ivoire, M. Konan Banny dit qu'il y a plus de 16 000 morts recensés dans cette crise. Mais le rapport officiel a été édulcoré et non publié. Bon, pour des raisons qui m'appartiennent, j'ai le rapport final. Et je peux vous dire qu'il y a au moins 16 000 morts dans ce rapport, et des observateurs disent qu'on pourrait peut-être en avoir plus. Donc là, on voit clairement que non seulement donc, il y avait un contexte de violence pour ces élections qui fait que, bon, déjà, on peut se demander est-ce qu'elles pouvaient légitimement se dérouler ou non, parce que c'est vrai que s'il y a des pressions sur les votants, si on extrait comme ça de la file des votants pour des motifs politiques, certains votants dans certains villages du Nord, et qu'on les assassine, forcément les autres vont voter d'une certaine manière, donc ça va complètement truquer le vote en fait. C'est ce qui s'est passé. Alors on dit aujourd'hui, et les partisans de Gbagbo disent, mais pourquoi Gbagbo a accepté d'aller aux élections dans ces conditions-là? Il faut se dire que cette élection de 2010, c'était l'élection qui normalement aurait dû avoir lieu en 2005. De 2005 à 2010, Gbagbo a été pressé par toute la communauté internationale en disant il veut se maintenir au pouvoir, il faut qu'il fasse des élections, etc. Le pays était coupé en deux, il y avait des bandes armées au nord. En 2007, il réussit à faire l'accord de Ouaga parce qu'il sait qu'il faut aller vers des élections. En 2010, tout le monde aurait dû désarmer. Le Nord n'avait pas désarmé. Il avait même été réarmé. Et on le sait aujourd'hui, il y a eu un rapport de l'ONU qui a été mis sous la table qui dit que le Nord a été réarmé avant l'élection par les observateurs de l'ONU. Le rapport est au siège du Conseil à l'ONU, on peut le retrouver. Il n'a pas été publié à l'époque. Et on a fait ça. Et on retrouve quoi dans ces choses-là, par exemple? On en reparlera tout à l'heure à propos du Burkina Faso, mais là encore, on a utilisé Compaoré. Donc, Gbagbo s'est fait mis dans le coin, il était obligé de faire des élections. Alors, il faisait des élections dans ces conditions-là, et il pouvait les perdre parce que ce qui s'est passé au Nord, etc. Ou il n'en faisait pas, et on disait il faut l'enlever parce que c'est un dictateur qui veut se maintenir au pouvoir. Il était dans une situation intenable. D'un côté, difficile. Il se tuait au couteau ou il se tuait au fusil. Bon, il avait réussi quand même à gagner l'élection malgré tout ça. Parce que moi, je peux vous assurer qu'ayant suivi le résultat nuit et jour après le deuxième tour, tous les résultats qu'on avait en notre possession, c'est simple, nous on avait mis 100% des voix pour Ouattara dans tous les bureaux de vote du Nord. Pour dire comme ça, on n'aura pas de surprise. Et malgré ça, le mardi matin qui a suivi l'élection, on avait encore dans nos ordinateurs 51-49 pour Gbagbo. C'est pour ça que toute ma vie, je dirais que Gbagbo a gagné. Et le taux de participation vient démontrer qu'il y a eu manipulation, parce qu'on est passé de 70 à 82, ça fait plus de 700 000 voix. Il y avait 300 000 voix d'écart entre Gbagbo et Ouattara dans les chiffres du Golfe. C'est pas besoin d'être mathématicien pour savoir qu'il y a eu un problème. Oui, c'est ça, vraiment le drame de cette élection. C'est d'ailleurs le titre d'un livre de Grégory Proch, qui est le rédacteur en chef du Gris-Gris International. C'est on a gagné les élections, mais on a perdu la guerre. Et donc, alors justement, comment Gbagbo s'est fait chasser du pouvoir, alors quelques mois plus tard, l'élection? Il a été chassé du pouvoir finalement par la volonté de Sarkozy. Parce que là, il y a même moi, je n'ai pas imaginé une seconde ce qu'allait faire la France le 4 avril. Quand ils ont commencé à bombarder, soi-disant, les armes lourdes de Gbagbo. Mais ils bombardaient par exemple le camp militaire d'Agban. Vous savez, les camps militaires en Afrique, il faut connaître, ce sont des villes. Il y a les militaires qui vivent avec leurs familles. Vous bombardez un bâtiment dans un camp, vous tuez plus de femmes et d'enfants que de militaires. Et ils ont fait ça pendant plusieurs jours. On ne saura jamais combien il y a eu de morts à Kouédo, à Agban, la résidence présidentielle qui a été bombardée aussi. Et le journal Le Monde a cité que des militaires disant qu'ils avaient envoyé une centaine de missilotes sur la résidence. Il y avait plus de 100 personnes dans la résidence, il ne devait pas y avoir 10 militaires. En plus, le pire, c'est qu'ils s'en est vanté. En plus, Sarkozy, après, d'avoir chassé.
Il a écrit dans un livre de discussion avec des journalistes français, ce qui a été un petit peu le détonateur pour mon livre. Au détour d'une phrase, il dit quand je vois le soin que j'ai mis en Côte d'Ivoire, on a enlevé Gbagbo, on a installé Ouattara sans complications, sans rien. S'il n'y a pas de complications, il n'y a rien dans cette affaire. Quand il y a des complications, qu'est-ce que ça doit être? Un mépris pour toutes les vies humaines brisées, quoi. C'est un mépris pour tout le monde. C'est un mépris d'abord pour les Français. Parce que le pays qui va le plus subir dans les 10 ans qui viennent cette histoire ivoirienne, c'est la France. Parce que de Dakar à Libreville, de Bamako à Pretoria, la France est de plus en plus mal vue. Moi, je la parcours l'Afrique régulièrement. Je préfère dire que je suis ivoirien que français quand je vais dans certains coins. Alors, ce procès de la CPI, tous ceux qui critiquent la CPI disent voilà, la CPI, c'est des Blancs qui jugent des chefs d'État africains. Bah, là, on en a un peu l'exemple, même si la procureure, d'ailleurs, c'est une personne que vous aviez rencontrée 15 ans plus tôt, 15 ans plus tôt pour la petite histoire. Au cours de mes activités professionnelles, Ben Saoud. Madame Bensouda était ministre de la Justice de Gambie et j'ai travaillé longtemps en Gambie et je l'ai côtoyée régulièrement dans l'année 99. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce procès? J'imagine que vous pensez que c'était un procès à charge. Avant de parler du procès, il faut voir quelle est la légitimité du transfert de Gbagbo à La Haye. Parce que le statut de Rome dit qu'on peut envoyer quelqu'un à la CPI à condition que son pays ait signé le statut de Rome. Ou si le pays n'a pas signé le statut de Rome et que le personnage est un dangereux personnage pour la communauté internationale, une résolution du Conseil de sécurité est nécessaire pour envoyer cette personne. Dans le cas de Gbagbo, il a été envoyé à La Haye le 30 novembre 2011. La Côte d'Ivoire a signé le statut de Rome le 15 février 2013. Et ce n'est pas rétroactif. Il n'y a pas eu de résolution du Conseil de sécurité pour envoyer Gbagbo à La Haye. Donc le transfert de Gbagbo à La Haye est en lui-même illégal. C'est-à-dire que nous, occidentaux, on parle de civilisation, on parle de droit, on parle de justice, on parle de démocratie, de liberté. On fait des textes, on crée des organisations comme la Cour pénale internationale pour l'intérêt de la communauté internationale et on commence à bafouer dès le premier jour les propres lois qu'on se donne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand vous faites comme moi et que vous allez régulièrement à La Haye et que vous avez assisté d'abord aux audiences de confirmation de charge et puis ensuite au début du procès, comme je l'ai fait la semaine dernière, là aussi, c'est la même chose. On bafoue et on viole nous-mêmes tous les principes sur lesquels on veut fonder nos sociétés. Le dossier de Gbagbo est totalement creux. La juge belge qui a refusé de signer le renvoi de Gbagbo à la Cour dit dans son opinion dissidente « Ce dossier n'est qu'un ramassis de coupures de presse et de rapports d'ONG sans valeur juridique. » Et elle rajoute « Si on doit aller en procès définitif contre M. Gbagbo, la Cour ne peut en l'état le gagner. » C'est écrit noir sur blanc dans son document. Mais pourquoi Gbagbo a été renvoyé finalement après la Cour préliminaire? C'est qu'au premier passage en 2013, la Cour préliminaire a demandé un ajournement, qui était en fait un refus de renvoyer Gbagbo. Mais pour des questions sans doute de pression politique, ils ont accepté de faire un ajournement pour dire trouver d'autres preuves. Un an plus tard, ils n'avaient pas plus de preuves. Et pourtant, la Cour a renvoyé Gbagbo pour le procès final. Pourquoi? Au premier tour, la juge argentine, qui d'ailleurs était l'ancienne adjointe du procureur, rendez compte qu'on a pris une Argentine, ancienne adjointe du procureur argentin, pour être la juge de la cour préliminaire contre Gbagbo. S'il n'y a pas de conflit d'intérêt, je veux bien. Deuxième chose, le juge allemand, qui avait été avec la juge belge opposé au renvoi de Gbagbo, c'est donc lui qui s'est retourné au deuxième tour. Mais qu'en est-il du juge? Le 12 juin, il participe à la réunion pour renvoyer Gbagbo. Le 20 juin, il démissionne, alors qu'il lui reste 1 an et demi de mandat. Le 20 juillet, il est mort. Et on sait aujourd'hui que le monsieur avait un cancer généralisé, qui lui faisait des pertes de mémoire, de connaissances ou même de capacité de travail depuis des mois. Ça veut dire que le 12 juin 2014, ce monsieur n'était peut-être pas en état mental, physique, de juger normalement. Là, il reste toujours un mystère. Alors, comment anticipez-vous la suite de ce procès? Parce que je pense qu'il y a énormément d'observateurs, notamment ivoiriens, qui sont assez furieux, justement, de ce procès, de la manière dont il se déroule, et effectivement du fait qu'il soit illégitime à la base. Quand je suis sorti de la salle d'audience
le mardi soir, quand Blé Goudet a fini son intervention personnelle, j'ai dit à des observateurs, ce procès ne peut pas durer. Et quand on commence à écouter le premier témoin, parce que depuis 3 jours, on écoute un pauvre air qui se dédie d'une minute à l'autre parce qu'il est coincé par les avocats de Gbagbo et de Blé Goudet successivement, on peut dire que ce procès doit s'arrêter rapidement parce qu'il est projeté dans le monde entier, en particulier en Afrique, en particulier à Abidjan. Et aujourd'hui, les gens voient ce qui se passe à La Haye, voient quel est le dossier du procureur, et c'est totalement, pour tous ces gens-là, c'est une folie furieuse. Et on risque, dans peu de temps, la Cour pénale est en train de jeter des mèches dans un baril. Et la façon dont Mme Bensouda a ouvert les débats le 28 janvier, c'est très dangereux et elle emportera la responsabilité devant l'histoire de parler que Gbagbo voulait massacrer les Dioula, que voulait massacrer les musulmans, etc. Ce qui est totalement faux. Et elle-même est en train de créer un problème qui n'a jamais existé en Côte d'Ivoire au fond. Et de placer le procès dans cette position-là, c'est extrêmement dangereux. Et elle risque d'emporter, moi je le dis aujourd'hui, la responsabilité devant l'histoire. Alors, qu'est-ce que vous pensez des médias mainstream, pour reprendre l'expression quel est leur rôle dans leur lecture que les Français peuvent avoir de toute cette histoire? Vous savez, les médias, c'est un grand mot, il y a mainstream, mais moi je les côtoie depuis 5 ans, pour des raisons qu'on sait. Je discute avec eux. Je dois avouer qu'il y en a beaucoup qui ont évolué de façon très importante sur la crise. Je ne veux pas citer les noms, mais on connaît des grands médias qui ont été très impliqués, en particulier une radio qui se dit Radio du Monde. Aujourd'hui, ils ont une analyse où ils sont coincés par tout ce qu'ils ont dit à une époque, mais où on sent qu'ils ne peuvent pas aller trop loin non plus dans l'accompagnement de la forfaiture ou de l'imposture. Et que là, ça craque. Moi, je donne un exemple d'un général français qui a commandé Licorne, qui a lu mon livre et qui m'a dit merci d'avoir écrit ce livre, j'espère que la vérité finira par triompher. Et j'ai des journalistes qui m'ont dit exactement la même chose. Et des hommes politiques français qui ont été très proches de Sarkozy qui me disent aujourd'hui la même chose. Donc le carcan est en train de casser, le plafond de verre est en train de se briser. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait un mouvement dans l'autre sens. D'ailleurs, c'est quand Gbagbo disait mettre Ouattara en prison, c'est pas la politique. Je pense que les Français verront très vite, dans les mois qui viennent, que c'est Gbagbo qui va leur sortir l'épine du pied. Parce que si ça passe mal en Côte d'Ivoire, il y a une seule personne qui peut mettre tout le monde autour d'une table, c'est Gbagbo. Et moi, je l'ai dit aux autorités françaises régulièrement depuis 5 ans, vous avez un extincteur, mais il est à La Haye. Et il faudra y penser un jour. Et ce jour-là se rapproche. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Je vous remercie beaucoup, Bernard Houdin. Je rappelle que votre ouvrage s'intitule « Les Ouattara, une imposture ivoirienne » et donc qu'il est sorti aux éditions du Moment. Je crois qu'on pourrait encore rester 1 heure tellement il y a de choses à dire sur ces événements tragiques, mais je pense qu'on a dit là l'essentiel. On n'a pas évoqué les massacres de Douékoué ou d'autres événements comme ça qui, j'imagine, ne sont même pas évoqués à La Haye. Lisez le livre, vous aurez tout. Voilà, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Merci beaucoup, monsieur. Merci.